Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Fabelec, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, cette vidéo réponse va être plus une FAQ, étant donné que notre ami Jean-Pierre, que je salue au passage, et merci d'ailleurs Jean-Pierre pour ta confiance, tu m'as posé donc 8 questions en une, et c'est très très bien, et des questions toujours aussi pertinentes et intéressantes. Alors je vais commencer par la première question. Donc tu me demandes, dans un coffret électrique, les peignes qu'on y met sont en 10 mm². En fait, ils sont même... au niveau section, c'est même plus haut que 10 mm². Les pontages qui sont effectués entre chaque rangée doivent être aussi en 10 mm². Alors pourquoi, dans certains cas, on peut autoriser du 6 mm²? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. La première chose, en fait, c'est l'ampérage que tu as au niveau de ton compteur. Alors je vais prendre ton coffret 25S60 ou 25D60 maintenant avec le compteur intelligent. Ton disjoncteur, si tu as 20 ampères, 25 ampères, 32 ampères, à partir du moment où ton coffret divisionnaire est collé à ton compteur vraiment à côté, tu pourras utiliser du 6 mm². Par contre, si ton coffret divisionnaire est éloigné de ton compteur, là d'office, même si tu es en 32 ampères, même en 20 ampères, en 25 ampères, tu devras d'office faire le câblage en 10 mm². C'est tout simplement dû au fait que plus un câble est faible en section, et plus sa résistance interne augmente. Et qui dit résistance interne qui augmente, dit des pertes et risques d'échauffement, etc. Donc, question de sécurité, on préfère préconiser le 10 mm², surtout si le coffret n'est pas à côté du compteur. Voilà, tout simplement. Mais pourquoi est-ce qu'on peut en 6 mm²? Bien tout simplement parce que si on va jusque 32 ampères et que le coffret divisionnaire est à côté du compteur électrique, là, effectivement, il est autorisé de câbler en 6 mm². La deuxième question concerne la terre, et plus précisément la boucle de terre. Alors, comme tu me le dis ici, elle remonte effectivement, les deux extrémités remontent pour arriver en fait à la barrette coupe-terre avant d'aller au coffret divisionnaire. Alors tu me dis, voilà, c'est un câble qui est en plomb, mais uniquement au niveau des remontées. En fait, ce qui se passe, c'est que le câble de boucle de terre, j'en ai pas là sous la main, mais je referai une vidéo pour vous montrer ça. Il doit m'en rester quelques métrages quand j'avais fait l'installation électrique à l'époque ici chez moi. C'est un câble en fait qui est enrobé de plomb sur toute la distance. Le plomb permet d'une part de protéger le câble de cuivre, d'éviter l'oxydation, le vert de gris, et puis aussi, ça permet aussi d'augmenter la section. Et qui dit une section qui augmente, dit une résistivité du câble qui est plus faible. Donc ça, c'est tout bon pour la résistance de terre, évidemment. Ce qui est très important, par contre, quand tu vas faire ton raccordement et que tu vas raccorder ta boucle de terre au niveau de ta barrette coupe-terre, je préconise quand même le fait d'enlever le plomb. Donc tu grattes le plomb pour arriver au cuivre. C'est mieux pour éviter éventuellement toute oxydation. Donc c'est le seul moment où tu pourras mettre le cuivre à nu et tu le dénudes sur 1 cm, 1 cm et demi pour faire ta connexion au niveau de la barrette coupe-terre. Alors, ta troisième question, je regarde ça tout de suite, elle concerne donc le câble d'alimentation de borne de recharge de voiture. Donc tu as entendu dire qu'il fallait un câble de 6 mm² pour une alimentation en mono. Et est-ce vrai aussi que la section est la même à utiliser en 3 x 400 volts plus neutre ou 3 x 230? La réponse, pardon, est oui, bien sûr. Maintenant, c'est vrai que pour une borne de recharge de voiture, il vaut mieux avoir le triphasé. C'est mieux. J'ai un ami d'ailleurs qui a fait faire son installation électrique il y a déjà une vingtaine d'années maintenant. Et c'est vrai que, bon, comme la plupart, je vais dire, des personnes qui font leur installation électrique dans une maison unifamiliale, on est en monophasé. Monophasé, c'est intéressant parce que, bon, c'est vrai que le coût de l'installation est moindre, forcément. Même au niveau d'Ores, forcément, c'est un petit peu moins cher de placer un compteur monophasé par rapport à un compteur triphasé. Et c'est vrai que Ores, que ce soit Ores, Resa, Sibelga, en Belgique, c'est vrai qu'on a plusieurs gestionnaires de réseau, c'est assez cher. C'est assez cher, et je ne te dis pas encore si tu es en 3 x 230 volts et que tu demandes à passer en 3 x 400 volts plus neutre, c'est des prix exorbitants. Donc en fait, oui, le 6 mm², c'est évidemment la section qui est préconisée. Et là encore, tout dépend aussi où se trouve la borne de recharge par rapport à la prise alimentation. Plus tu vas être loin effectivement du coffret, et là je préconise même encore de câbler en 10 mm², tout simplement parce qu'on en revient encore au même problème. Plus un câble est long,
plus sa résistivité, sa résistance interne augmente. Et pour éviter tout risque, et surtout les pertes aussi, les chutes de tension en ligne que ça je vais dire, que ça impose, eh bien, moi je préconise de mettre directement du 10 mm² pour être tranquille. Voilà, tu n'auras jamais de problème si tu mets une section qui est plus haute que celle qui est préconisée. C'est l'inverse par contre. Je vais prendre un exemple tout simple. Si tu as un circuit prise 2,5 et que tu te dis, ah, voilà, j'ai plus de 2,5, c'est rien, pour les 2-3 prises qui restent, je vais passer en 1,5, c'est interdit. Voilà. Pardon. Donc la quatrième question, tu me dis dans les schémas que j'ai fait en 3x400 plus neutre, j'ai indiqué le centre effectivement de l'étoile, comme on dit, comme étant le neutre. En cabine basse tension, les 3 phases arrivent sur le transformateur et au secondaire, il en ressort ces mêmes 3 phases avec bien entendu une tension abaissée, mais également un neutre. Par quelle opération, et tu me dis du Saint-Esprit, ce neutre est-il créé? Voilà, alors là je t'ai fait un petit schéma, je vais te montrer ça tout de suite. Voilà le secondaire d'un transformateur triphasé. Alors, je vais te détailler ça. Forcément, c'est du triphasé, on a 3 enroulements, on a 3 bobines. L1, première phase, L2, deuxième phase, L3, troisième phase, et bien sûr le neutre. Et comme je l'avais expliqué, en fait, c'est pas compliqué, le neutre, c'est le point commun, donc c'est-à-dire, tu vois ici, les 3 bobines sont reliées entre elles par ce point milieu de l'étoile, parce que c'est un couplage étoile, ça, en fait. Et donc, le neutre, c'est tout simplement ici, le centre, si tu veux, de l'étoile, c'est le couplage que tu vois ici. Et les extrémités, phase 1, phase 2, phase 3, on les retrouve ici, tout simplement. Ça permet donc d'avoir effectivement, par exemple, entre L1 et L2, on va avoir une tension de 400 volts. Et entre L1 et neutre, on aura une tension de 230 volts. Tension de 230 volts, je vais rajouter, parce que tout simplement, la formule, c'est la tension divisé par racine de 3. Et si on fait 400 volts divisé par racine de 3, en réalité, on va arriver à 231 volts si j'arrondis. Donc voilà, tout simplement, ça c'est la formule. La tension divisée par racine de 3 te donne en fait la tension que l'on retrouve entre la phase et le neutre. Et bien sûr, entre chaque phase, tu auras à chaque fois 230, ce qui te fait bien 3 fois 230 volts. Voilà, j'espère que tu comprends un petit peu mieux. Donc le neutre, effectivement, prend naissance au niveau du secondaire du transformateur et au niveau de ce point, je vais dire, qui relie chaque bobine entre elles, qu'on appelle le point milieu de l'étoile. Alors, ta 5e question, tu me dis dans une de mes vidéos concernant l'alimentation de bois l'air, j'avais préconisé effectivement une alimentation en 2,5. Tu as entendu que certaines personnes disent qu'il est possible également de les faire en 1,5, mais uniquement en direct. Est-ce que c'est vrai? Alors je peux dire que c'est faux. C'est faux. On ne peut pas utiliser du 1,5 mm² pour l'alimentation d'un bois l'air électrique, d'un chauffe-eau. Tout simplement parce que, et là je parle pour la Belgique, en Belgique, le 1,5 mm² n'est exclusivement réservé que pour l'installation d'éclairage. Donc c'est-à-dire qu'en Belgique, si tu fais un circuit séparé, tes prises d'office seront en 2,5, contrairement à la France où on peut utiliser le 1,5. Alors j'avais eu une personne qui m'avait dit « Ah non, c'est pas vrai, maintenant le 2,5 est imposé en France ». C'est faux. On peut toujours l'utiliser, tout dépend évidemment de l'application. Si maintenant tu as un circuit prise en France, imagine j'habite en France, dans mon salon salle à manger, j'ai un circuit prise qui va alimenter mon modem Wi-Fi, mon téléviseur, éventuellement une petite chaîne stéréo, mon ordinateur, là il n'y a pas de souci. C'est du 1,5 jusqu'à maximum 8 prises, si je ne me trompe pas, en France. Par contre, la particularité chez nous en Belgique, on ne peut absolument pas utiliser le 1,5 mm², le 1,5, pour des prises de courant. Le 1,5 n'est exclusivement réservé que pour le circuit d'éclairage. Et attention aussi avec ça, parce qu'en Belgique, contrairement à la France, il est autorisé de faire du circuit mixte, donc c'est-à-dire que sur le même circuit, on peut mettre de l'éclairage et des prises de courant. Et là encore, si on fait un circuit mixte, tout doit être câblé, même le circuit d'éclairage, en 2,5. Donc il n'est pas question de se dire, bon, ben, comme c'est du circuit mixte, je vais câbler mes prises en 2,5.
et je vais mettre mon circuit d'éclairage en 1,5, comme ça il n'y a pas de souci. Non, l'installation sera refusée, ça doit être 2,5 du début à la fin, même pour le circuit d'éclairage. Donc pour le boiler, pour répondre à ta question, c'est 2,5 d'office, il n'y a pas de 1,5. Ça c'est 2,5 et tu protèges ça avec un disjoncteur magnétothermique de 20 ampères et bien sûr un interrupteur différentiel très important de 30 milliampères. Alors, ta 6e question, je regarde ça tout de suite. Donc, pour ce qui est des salles de bain, doit-on mettre systématiquement des radiateurs à la terre, même si ceux-ci ne sont pas directement accessibles par les personnes prenant leur douche, par exemple? Alors, déjà, ça dépend un petit peu quel type de radiateur. J'avais eu d'ailleurs une question qui m'a été posée récemment. Tout dépend en fait si tu as un radiateur à double isolation. Donc double isolation, c'est très simple. Tu regardes sur la plaque signalétique. Si tu vois qu'il est marqué ceci, je suis en train de te noter ici en dessous, sur tes radiateurs électriques, si tu vois ce symbole-là, donc un petit carré dans un grand carré, est marqué IP24, ça veut dire que c'est un radiateur à double isolation. Donc il n'est pas nécessaire de brancher la terre. D'ailleurs, ils n'ont même pas de prise de terre. Donc voilà, pour les radiateurs IP24, double isolation, pas nécessaire de mettre la terre, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas apporter la terre dans ton installation électrique. Ton installation électrique doit être, je vais dire, ton câble, il doit y avoir une terre dedans. Donc ça doit être, par exemple, un 4G 2,5. Voilà, G qui veut dire ground, évidemment. Donc ça, c'est pour les IP24. Si maintenant tu utilises des radiateurs qui n'ont pas cette double isolation, là d'office, la terre doit être installée. Et ce, même si les personnes n'ont pas accès au radiateur directement en prenant leur douche, etc. Puisque effectivement, il y a un périmètre de sécurité, aussi bien pour les radiateurs électriques que pour la distance qu'il y a entre prise et même interrupteur. Il y a un gabarit. Et donc, voilà, la terre, de toute façon, doit systématiquement être placée si le radiateur n'est pas à double isolation IP24. Alors, dans une de mes vidéos, j'ai préconisé un fournisseur de matériel électrique, effectivement. Je crois que j'avais parlé à l'époque d'Electronisé. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont plus en activité actuellement. Alors, il y en a plusieurs, mais un, je vais dire, que je conseille, c'est Rexel. Voilà, Rexel, beaucoup d'ailleurs de sociétés d'électricité se fournissent chez eux parce qu'ils sont très sérieux. Ils ont tout le matériel et c'est vraiment des gens très compétents avec qui c'est vraiment très agréable de travailler. Donc Rexel, par exemple, dans ma région ici, à Gembloux, qui se trouve à 7 km de chez moi, eh bien, il y a un magasin Rexel où on trouve vraiment tout le matériel en gros en électricité. C'est d'ailleurs là que se fournissent eh bien, les sociétés d'électricité pour réaliser les installations, y compris moi, c'est là aussi que je me fournis en matériel. Alors, 8e question. Là, tu me dis, quand on dans une habitation qu'elle est alimentée en aérien, l'éclairage ou tout en partie fluctue comme s'il y avait une baisse de tension à des moments aléatoires et sur de très courts moments. Alors, tu me demandes si c'est dû au vent ou est-ce qu'il y a une autre raison à cela. Alors, je vais dire l'éclairage que tu vas voir fluctuer, tu vas voir par exemple, tout d'un coup, tu te dis, tiens, c'est bizarre, mes lampes ont diminué en intensité. Souvent, c'est dû à des chutes de tension. Alors, les chutes de tension, ça peut venir de chez toi. Si par exemple, justement, ton boiler se met en route et qu'en même temps, tu as le lave-linge et que ça se trouve sur la même phase, ou les deux mêmes phases si tu es en biphasé, ou entre une phase et le neutre, mais la même phase, comme je le disais, eh bien là, effectivement, ça peut effectivement provoquer des chutes de tension. Ce qui peut aussi provoquer des chutes de tension, c'est dans ta rue. Si par exemple tu as une personne qui a un petit atelier avec des moteurs électriques, etc., à chaque fois que le moteur électrique va démarrer, ça demande une pointe de courant très importante, et qui dit pointe de courant très importante dit chute de tension. Donc voilà, une fois que le courant augmente, la tension chute. Ça c'est d'office, et c'est la raison pour laquelle eh bien, tu vois ton éclairage qui fluctue et qui diminue en intensité. J'ai d'ailleurs, en Italie, j'avais repéré un défaut là où je louais. Effectivement, je t'explique brièvement, c'est un petit chalet qui se trouve dans les jardins des propriétaires, des personnes vraiment charmantes. Et en fait, en Italie, c'est vrai que les normes sont un peu bizarres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette installation n'avait pas été aux normes, puisqu'en fait, la personne avait mis un câble de 2,5
pour alimenter tout le chalet. Mais en plus de ça, derrière le chalet, il y avait son atelier. Atelier qui comprenait un compresseur à air comprimé, foreuse, quelques moteurs, etc. Et surtout son compresseur, ben forcément démarrage, pointe de courant, puisque c'est un moteur électrique. Et comme la section du câble qui alimente tout le système et le chalet est en 2,5 seulement, et la distance aussi qui est assez importante, plus d'une vingtaine de mètres, 25 mètres je pense, entre la maison et le chalet, eh bien, chute de tension à cause de la faible section du câble. Et là, c'est carrément la lampe, c'est comme s'il y avait une panne de courant, une micro-coupure, quoi, tellement la chute de tension était importante. J'avais d'ailleurs, puisque je prends toujours mon multimètre quand je pars en vacances, on ne sait jamais s'il y a un souci avec la voiture ou quoi, s'il y a des fusibles claqués ou autre problème pour que je puisse dépanner facilement. Et donc j'avais fait une mesure de tension là-bas, et on n'avait que 204 volts. Donc tout simplement parce que le câble faisait que, eh bien, il y avait une chute de tension. Et il faut savoir, et ça je l'avais dit au propriétaire, bon, maintenant je leur ai conseillé de changer l'install, je pense qu'ils ne l'ont pas fait, et voilà, question aussi de coût, parce qu'effectivement le câble est cher, mais j'avais effectivement, je leur avais conseillé au moins de passer à du 6 mm² minimum, parce que le câble, en attendant, ben, c'est vrai qu'il chauffe, il s'abîme, l'isolant risque de fondre avec un risque d'incendie. Donc voilà, je pense que ces problèmes en fait de fluctuation n'ont rien à voir avec le vent, dans le sens où maintenant les installations électriques en Belgique, ce sont des tresses, hein, donc même s'il y a du vent, je vais dire, ça n'a aucune incidence. On n'a plus hein, en fait ces anciens câbles surisolateurs en cuivre nu qui effectivement, s'ils étaient trop, je vais dire, détendus, pouvaient balancer et se toucher. Et effectivement, un court-circuit peut aussi provoquer des chutes de tension très importantes, évidemment, puisque le courant de court-circuit est très important. Mais voilà, j'opte plus en fait pour, par exemple, un voisin qui est branché sur la même phase que toi et qui tire beaucoup sur sa ligne en mettant par exemple en route un moteur triphasé ou enfin, triphasé ou mono d'ailleurs, hein, il y a toujours une pointe de courant. Et donc c'est ce qui expliquerait effectivement cette chute de tension. Voilà, donc je regarde un petit peu. Voilà, c'était la dernière question, la 8e question. J'espère en tout cas, mon cher Jean-Pierre, que j'ai répondu efficacement à toutes les questions que tu m'as posées. N'hésite pas à revenir vers moi s'il y a un truc que tu veux encore que j'approfondisse. Ce sera avec grand plaisir que je le ferai. Bon voilà, je vous souhaite en tout cas tout le meilleur. Je vous souhaite aussi un bon début de semaine, hein, puisque le week-end se termine tout doucement. On est déjà dimanche aujourd'hui. Et donc demain, comme prévu, je parlerai de l'alternateur, hein, donc en faisant le schéma et expliquer son principe de fonctionnement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de week-end. Merci en tout cas encore pour de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec, et merci pour toutes vos questions, toujours aussi intéressantes et pertinentes, et merci aussi pour votre bienveillance. Voilà, je vous embrasse, on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec.